Je voulais commencer quand même, alors c'est vrai que c'est un peu brutal. Je vais commencer à vous parler de politique monétaire, de cours des taux d'intérêt, parce que c'est un élément qui est, qui était déjà d'actualité en 2025, qu'il est encore d'autant plus début 2026, qu'il fallait, je pense, en parler. On ne peut pas ne pas parler de Trump, on va en parler un petit peu, mais pas trop. Et donc, quelle est un peu la situation de l'économie américaine après un an de Trump? On va parler de l'Europe, on va parler de la Chine, en particulier de ce que j'appelle la double circularité, et j'expliquerai ce que c'est, et puis les conclusions, et puis on aura l'occasion de un petit temps de questions-réponses. Alors, d'abord, politique monétaire. Je vais revenir un peu. La Banque centrale européenne a baissé ses taux d'intérêt. Ça, vous le savez tous. Sur 2024, 2025, on a une baisse de taux qui s'est arrêtée au mois de juin. Logiquement ou a priori, on pourrait penser que si j'ai une baisse des taux court terme, j'ai l'ensemble de ma courbe des taux qui s'ajuste un petit peu à la baisse. Au niveau économique, en général, c'est ce qui se passe. Si je prends la courbe des taux allemande, en noir, vous avez la courbe il y a un an, et en bleu, vous avez la courbe actuelle. Donc, on voit bien l'impact de la baisse des taux court terme de la part de la Banque centrale européenne. Donc, jusqu'à à peu près jusqu'aux 5 ans, on voit cet ajustement. On a finalement une normalisation de la courbe. Mais par contre, les taux d'intérêt long terme ont remonté. C'est un peu anachronique comme réaction. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Premier élément, on a globalement les États qui ont des problèmes de financement, qui ont une augmentation de leurs besoins de financement parce que tous les États européens vont devoir financer les dépenses pour la défense. C'est une donne complémentaire qu'on n'avait pas il y a un an. Le deuxième élément, en Allemagne en particulier, on a le fameux plan de relance de 500 milliards qui a été mis en place par le gouvernement allemand, un plan sur 10 ans qui va augmenter les besoins de financement de l'État allemand, alors que jusqu'à présent, l'Allemagne n'était plus véritablement emprunteur sur les marchés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Allemagne va emprunter à peu près 180 milliards d'euros sur les 2 ans qui viennent. Ça, cet élément, évidemment, c'est un élément qui change fondamentalement la donne parce que ça veut dire que pour attirer les investisseurs, les États européens se font un peu concurrence en termes de taux. Et d'ailleurs, quand je regarde un peu l'évolution des taux à 10 ans dans la zone européenne, or je m'intéresse, je ne sais pas pourquoi, en particulier à ma courbe bleu clair, c'est-à-dire à la France, qui à 2 ans se finançait juste au-dessus du taux allemand et qui, jusqu'il y a 2 ou 3 jours, était celui qui se finançait au taux le plus élevé que l'Italie, plus élevé que l'Espagne. On sait pourquoi. Contexte politique, évidemment, inquiétude sur la pérennité du gouvernement français. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il se finance juste en dessous de l'Italie. Donc, évidemment, cet élément-là, politique, joue aussi sur la tension sur les taux d'intérêt. Troisième élément dont il faut bien prendre conscience des choses, c'est que la Banque centrale européenne, au moment de la crise financière, pendant la crise Covid, la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mené le fameux programme d'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire qu'elle a acheté des obligations long terme. Son objectif, je rappelle, c'était de faire baisser les taux long terme pour soutenir l'activité économique. Ce faisant, et vous l'avez sur le graphique ici, elle a augmenté la taille de son bilan. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réduit la taille de son bilan, c'est-à-dire que les obligations qu'elle a en portefeuille, elle ne renouvelle pas ses obligations. Donc, elle les laisse aller à l'échéance. La conséquence, c'est qu'elle retire des liquidités dans les marchés financiers. Ce qui, paradoxalement, veut dire que pendant qu'elle baissait ses taux courts, en faisant cette technique de réduction du bilan, elle augmentait ses taux d'intérêt long terme. On estime que réduire le bilan comme elle le fait aujourd'hui représente une augmentation des taux de 0,25 à 0,375%. Donc c'est un peu schizophrénique. Je baisse à court terme et par une technique aujourd'hui de réduction de mon bilan, j'ai un impact à la hausse sur les taux longs. Quatrième élément, réforme, c'est ce que je mets en titre, réforme du modèle des pensions aux Pays-Bas. On avait des grandes craintes sur le mois de janvier. Pourquoi? Parce que cette réforme touchait quand même 2100 milliards d'euros d'encours qui allait probablement entraîner ce qu'on appelle un switch, c'est-à-dire que les assureurs allaient réduire la duration de leur portefeuille obligataire, donc vendre des obligations long terme
pour acheter des obligations plus court terme. Dans un marché normal qui n'est pas tendu, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais quand on a déjà des tensions sur les taux longs, cet élément peut avoir un impact aussi haussier sur les taux long terme. Je me suis aussi intéressé aux courbes des taux dans les autres régions, parce qu'il y en a une qui va m'intéresser en particulier, pas nécessairement les États-Unis et la Grande-Bretagne. Donc voilà l'évolution des taux aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Vous le savez, Powell, donc le président de la Banque centrale américaine, a décidé ce mercredi de ne pas bouger à ses taux d'intérêt. Et évidemment, il s'est fait traiter d'abruti par Powell pas plus tard que hier. Puisque Powell ne fait pas ce que Trump voudrait bien qu'il fasse. Et c'est quand même un élément important, parce que l'indépendance d'une banque centrale, c'est la clé du système financier. Nous allons avoir aujourd'hui la nomination du remplaçant de Powell par Trump qui va être annoncé dans la journée. Donc il va désigner quelqu'un qui est en sa faveur. Donc il va voter pour lui qui va pouvoir ou pas influencer la décision de la Banque centrale américaine. Je vous rassure, je ne crois pas au scénario du pire, qui serait une perte d'indépendance de la Banque centrale américaine. Ça fait partie de mes conclusions. Je le mets quand même en point d'attention, parce que si la Banque centrale américaine perd son indépendance, c'est un risque systémique pour le marché financier. Donc j'espère franchement qu'on n'aura pas ce risque systémique. Mais je vais regarder dans mes conclusions. Donc baisse des taux aux États-Unis, on a eu 3 baisses de taux en 2025. On a eu les baisses de taux en Grande-Bretagne aussi, mais moins en termes d'ampleur. Donc si je regarde ma courbe des taux d'intérêt, voilà la courbe des taux aux États-Unis. Donc en noir, c'est la courbe il y a un an. En bleu, c'est la courbe actuelle. Assez logique là par contre. J'ai moins de tension sur les taux longs, même si j'ai eu un petit peu de tension, puisque la baisse s'est faite surtout sur la partie courte de la courbe. Même constat en Grande-Bretagne. Toujours en noir, ma courbe il y a un an, en bleu, la courbe actuelle. Mais le dernier élément qui explique la tension sur les taux en euros long terme vient du Japon. Vous voyez quel est le rapport? Voilà l'évolution des taux au Japon. Donc là, nous avons une remontée des taux d'intérêt de la part de la Banque centrale parce que l'inflation est revenue ces derniers mois, même déjà à peu près depuis un an et demi, qui nécessite un réajustement monétaire, donc une hausse des taux. La conséquence, c'est que quand je regarde l'évolution de ma courbe au Japon, mais c'est évidemment totalement différent, puisque là, j'ai une remontée des taux. Ma courbe en noir est beaucoup plus basse d'il y a un an que le niveau actuel. Mais quand je regarde spécifiquement le taux 30 ans au Japon, que vous avez sur le graphique ici, ce taux 30 ans, il est supérieur au taux du 30 ans allemand. Conséquence, les investisseurs japonais qui avaient investi massivement dans la dette française, allemande, italienne, parce qu'on avait des rendements supérieurs aux rendements au Japon, ont débouclé, ou sont en train de déboucler leur position dans les dettes européennes pour se repositionner sur le marché intérieur. Donc, ce qui veut dire que nous avons non seulement les États qui ont plus besoin de financement, mais nous avons la Banque centrale européenne qui n'achète plus d'obligations et nous avons des acheteurs un peu historiques qui sont en train de se retirer du marché. Et dernier point, parce que même si sur la courbe aux États-Unis on ne le voit pas, on a quand même le programme, le merveilleux évidemment, programme de Trump de réforme budgétaire, où on a 38 000 milliards de dettes aux États-Unis, qui va encore augmenter, on dit entre 3 et 5 000 milliards de dollars dans les 10 prochaines années, qu'il va falloir financer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où, a priori, les banques centrales ne vont plus bouger à leur taux d'intérêt, ou très peu, à la marge, mais que les taux longs vont rester élevés. Et en plus de ça, dernier élément dont on doit tenir compte, on est avec un monde plus inflationniste qu'avant la crise Covid. Alors, je sais que c'est dur de commencer un grand matin avec des courbes, mais pour moi, c'était vraiment un élément important à mettre en avant. Alors, avant de faire un bilan de Trump, première réflexion, c'est la loi de Ferguson. En 2024, les États-Unis ont dépensé plus pour payer leurs intérêts que le budget de la défense. Donc c'est quand même assez hallucinant. Alors vous allez dire pourquoi? Deux raisons. La première raison, c'est une augmentation de la dette américaine, je l'ai dit, ces dettes frôlent les 38 000 milliards de dollars. Mais plus votre dette augmente, plus vous payez des intérêts. Et si en plus de ça, vous avez une augmentation des taux d'intérêt à la sortie de la crise Covid,
on a de l'inflation, donc la Banque centrale américaine a remonté ses taux, mais vous payez encore plus d'intérêts. Ça, c'est le constat. On nous dit, c'est quoi la loi de Ferguson? La loi de Ferguson, elle nous dit un élément essentiel: à partir du moment où un État utilise plus de capitaux pour rembourser des intérêts que pour la défense, c'est un État qui s'affaiblit. Et à plus long terme, c'est un État dont le rôle géopolitique pourrait s'affaiblir. Alors, ce n'est pas demain, j'entends bien, c'est sur les échéances beaucoup plus longues. C'est peut-être le signal avant-coureur d'un rôle moindre dans les années à venir des États-Unis au niveau mondial. Et si on prend l'histoire, et c'est pour ça qu'on parle de cette loi de Ferguson, le dernier en date à qui c'est arrivé, eh bien, c'est l'Empire britannique. Donc ça, c'est un point d'attention, et ce point d'attention, on doit l'avoir aussi en se disant que nous sommes probablement peut-être dans un monde multipolaire aujourd'hui. Multipolaire, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le dollar, il joue plus ce rôle de valeur refuge. Et 2025 nous l'a prouvé. On a eu un contexte géopolitique extrêmement chahuté. Le dollar n'a plus joué ce rôle de valeur refuge. On a une défiance par rapport au dollar. Et ce qui s'est passé depuis le début de cette année-ci est assez symptomatique de cette tendance qui se confirme. On est passé de 1,16 à 1,20 sur la parité en euro-dollar en 3 semaines de temps pour des raisons géopolitiques, essentiellement. Pas que, mais essentiellement. Ça veut dire aussi qu'on pourrait rentrer dans un monde avec plusieurs devises. Aujourd'hui, en Asie, le yuan prend de plus en plus la place du dollar. Donc ça veut dire que clairement, on pourrait avoir des monnaies qui vont coexister. On va avoir une reconfiguration de l'ordre mondial. Ce qui est en train de se passer, où on voit les États-Unis qui se replient sur l'Amérique et l'Amérique latine, et la Chine, je vais en parler, qui se positionne sur l'Asie, montre bien qu'on a un changement qui est en train de se mettre en place au niveau géopolitique. Et puis, il y a là cette défiance par rapport aux actifs américains, en particulier par rapport au dollar, mais aussi par rapport à la dette américaine. Et ça aussi, c'est évidemment extrêmement interpellant, parce que cette dette américaine, elle est financée par qui? Par tout le monde, sauf les Américains. Donc, à ce moment-là, ça posera un énorme risque de capacité encore pour les États-Unis d'attirer des investisseurs à long terme. Bilan de Trump. D'abord, une petite précision. La plus grande économie du monde, vu la fermeture qu'on a eue de plus de 40 jours, est incapable de nous fournir des statistiques correctes pour le moment. Les dernières statistiques qu'on a eues pour l'inflation datent du mois de novembre. On n'aura jamais le taux de chômage aux États-Unis du mois d'octobre. Il ne sera jamais publié. Quand on me dit que ça vient de Chine ou de Russie, je peux l'entendre. Des États-Unis, j'ai quand même du mal. Mais donc, ça veut dire aussi que la fiabilité aujourd'hui des indicateurs pose question. Et ça, c'est quand même un élément neuf par rapport aux États-Unis. Première réflexion, c'est comment évoluer l'inflation. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas eu une forte hausse de l'inflation, ce qu'on aurait pu craindre avec la hausse des tarifs douaniers. Globalement, on pouvait penser à un petit impact inflationniste. Et effectivement, quand vous regardez mon graphique, l'inflation, elle est supérieure à l'objectif de la Banque centrale américaine, qui est un objectif de 2%. On est à 2,8% et non pas à 1,6%, comme Trump l'a soi-disant, enfin comme il l'a déclaré, à Davos. Il faut dire qu'il a dit beaucoup d'inepties à ce jour-là. Et donc, on a une inflation qui est plus élevée que l'objectif de la Banque centrale américaine. Première raison pour laquelle la Banque centrale a été prudente et première raison pour laquelle ce mercredi, elle n'a pas baissé les taux d'intérêt. J'ai une inflation qui est trop élevée par rapport à mon objectif. Quand on pose la question aux ménages américains, de leur dire comment vous vivez cette guerre commerciale, eh bien, vous avez sur le graphique ici, en bleu foncé, les anticipations. Si vous voulez vous asseoir, il y a plein de places devant, parce que j'en ai encore pour 3 quarts d'heure. Comme vous voulez. Vous avez les anticipations d'inflation à 1 an, en bleu foncé, et en bleu clair, vous avez les anticipations d'inflation à 5 ans. Alors, c'est normal qu'à un an, et au moment où on annonce le fameux 2 avril, le beau tableau de Trump qui était merveilleux, quand on annonce ça, évidemment que les gens sont inquiets et que mon taux d'inflation, il passe de 2 à 6%. Et puis ça retombe. Ce qui est plus interpellant, c'est quand ces anticipations d'inflation à 5 ans restent nettement plus élevées que ce qu'elles étaient avant l'arrivée de Trump.
Et je rappelle quand même que le programme de Trump, c'est quoi? C'est améliorer le pouvoir d'achat des ménages américains. Or, le ressenti des ménages américains, c'est que au moment de l'inflation va être beaucoup plus élevé. Et d'ailleurs, quand on regarde l'évolution de la confiance des indicateurs, de la confiance des consommateurs, ils étaient relativement contents d'avoir Trump. Ils ont méchamment déchanté au moment du 2 avril. Mais surtout, quand vous regardez le niveau actuel, la confiance, elle est tombée en dessous du niveau au moment de la crise Covid. Jusqu'à présent, on avait une économie américaine qui avait bien résisté. Et ça, c'est la bonne nouvelle. 2025, c'était la surprise du chef. On avait les grandes banques américaines qui nous annonçaient une récession en probabilité 40%. On va voir les chiffres, on n'y est pas du tout. Pourquoi? Parce que la croissance américaine, elle était soutenue par deux éléments. D'une part, l'investissement dans l'intelligence artificielle, qui était colossal, et d'autre part, parce qu'une partie du ménage américain, c'est-à-dire les ménages américains aisés, ont vu leur pouvoir d'achat augmenter avec l'augmentation des indices boursiers. On est dans ce qu'on appelle une économie en quart. En quart, c'est-à-dire une partie de la population, les gens aisés, qui consomment, qui ont continué à consommer, et vous avez une autre partie de la population qui est impactée par la hausse des tarifs douaniers et qui a vu une diminution des aides sociales. Donc on a un vrai décrochage dans la société américaine qui est en train de se produire. J'ai dit 2025, la bonne nouvelle, c'est que ces ménages ont continué à consommer. Or, la croissance américaine, elle vient de la consommation intérieure. Mais si je détaille mon indicateur de confiance tel qu'il vient d'être publié, la confiance même des ménages aisés a baissé fortement. On est sur le niveau le plus bas qu'on n'a pas connu depuis des années en termes de confiance des consommateurs. Et dans la majorité des études qui ont été publiées ces derniers temps, 90% de la hausse des tarifs douaniers a été prise en charge, entre guillemets, par les entreprises et les ménages américains. Ce n'est pas les exportateurs qui ont payé la hausse des tarifs douaniers. Donc c'est l'économie américaine qui lui a l'encaissé. Et on le voit au niveau de la consommation. Deuxième élément important, c'est comment se comportent les entreprises. Quand je prends les indicateurs de confiance, les indicateurs ISM, quand vous êtes au-dessus des 50, ça veut dire que vous êtes en croissance, que c'est positif. Quand vous êtes en dessous, ça veut dire que vous êtes en ralentissement économique, voire en récession. Bleu, clair, le secteur des services. On a un secteur des services qui résiste bien. C'est celui dans lequel on investit beaucoup dans l'intelligence artificielle. Par contre, en bleu foncé, secteur manufacturier, on est en récession depuis 3 ans. L'objectif de Trump, c'était quoi? C'est ramener la production aux États-Unis. Force aujourd'hui est de constater que l'on n'a absolument pas d'impact positif sur l'industrie. Pourquoi? Parce que l'industrie subit la hausse des prix des intrants et donc perd en termes de compétitivité. Et en plus de ça, on n'a pas nécessairement la main-d'œuvre pour pouvoir réinstaller des usines aux États-Unis. Donc l'industrie aujourd'hui ne réagit pas positivement par rapport au programme de Trump. Troisième point important et deuxième point extrêmement important pour la Banque centrale américaine, comment évolue le marché de l'emploi? Je rappelle, la Banque centrale américaine, elle a deux objectifs. Stabilité des prix autour de 2% et un taux de chômage qu'on appelle le plein emploi. Si je regarde sur mon graphique en vert, le taux de chômage est à 4,4% aux États-Unis, ce qu'on peut considérer comme un taux de plein emploi. Si je regarde par contre les petits bâtonnets sur mon graphique, qui sont les créations d'emplois, on voit aujourd'hui qu'on n'a plus du tout la même dynamique sur le marché de l'emploi. On est sur un point de bascule pour le moment, c'est-à-dire on a peu de création d'emplois, mais on n'a pas beaucoup de licenciements. On a eu quelques vagues de licenciements, mais relativement limitées. Donc on voit que le marché de l'emploi aux États-Unis pour le moment, il est quasiment atone. Est-ce que le changement de taux d'une banque centrale va changer quelque chose? Probablement pas, parce qu'on est sur un problème structurel sur le marché de l'emploi. Structurel parce que vous avez l'impact de l'intelligence artificielle qui commence à jouer énormément. Et commence à jouer énormément sur le secteur des services et sur les jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Aux États-Unis, les chiffres ont montré que c'est les jeunes qui sont impactés les premiers par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que les jeunes n'ont pas l'expérience. Celui qui a l'expérience aujourd'hui et qui se fait
accompagné par l'intelligence artificielle, est plus performant qu'un junior qui rentre sur le marché de l'emploi. Donc les entreprises sont en train aujourd'hui de se désintéresser d'une partie des jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Vous avez beau baisser les taux d'intérêt, ça ne change rien. Donc si je regarde mon bilan pour la Banque centrale américaine, inflation plus élevée que l'objectif, puis le moment un marché de l'emploi qui est ce qu'on appelle un marché de plein emploi, même s'il y a des inquiétudes sur l'évolution, donc aucune raison effectivement de baisser ces taux d'intérêt. Et si j'essaye de faire une projection sur l'évolution de l'inflation dans les 2 prochaines années, aucune raison de baisser les taux d'intérêt puisque je vais garder une inflation supérieure à l'objectif des 2% dans les 2 ans. D'où la prudence de Powell totalement justifiée. Donc si on fait une projection aujourd'hui, on attend 2 baisses de taux de la part de la Banque centrale américaine encore cette année-ci pour arriver à un taux neutre de 3%. Et même s'il y a un nouveau président, ce qui sera le cas, ce nouveau président, il n'a toujours qu'une seule voix par rapport aux autres. Il n'a pas 10 voix de plus. Donc ça ne va rien changer puisqu'aujourd'hui, quand on voit le comité, eh bien la majorité ont été pour le statu quo monétaire. Par contre, au niveau des taux longs, qui est ma petite courbe bleu foncé, on a une légère remontée des taux long terme qu'on attend toujours. Je l'ai dit, la question du financement de la dette américaine. En termes de croissance, on attend normalement 2,8% de croissance en 2025, 2,6% en 2026. Ce n'est pas mauvais, hein, comme le disait l'économiste du Fonds monétaire international, c'est moins pire que ce qu'on craignait, mais c'est quand même pire que ce qu'on pouvait espérer. Ça résume bien la situation, mais donc ça veut dire aussi qu'on a quand même une économie américaine qui a résisté à cette hausse des tarifs douaniers, ce qui n'était pas, il faut le reconnaître, le scénario de la majorité des économistes. En Europe, j'aurais voulu pouvoir vous dire que tout va bien. J'aurais voulu pouvoir vous dire que cette année-ci, ça allait aller un petit peu mieux. On est le 30 janvier et le gouvernement allemand a déjà revu ses prévisions de croissance à la baisse sur cette année-ci. Déjà, le 30 janvier, c'est quand même interpellant. Donc, ça veut dire que le petit rebond qu'on espérait, eh bien, ça va être compliqué. Alors, c'est vrai que quand je vois mes indicateurs de confiance, donc de nouveau au-dessus des 50, en dessous des 50, là, je prends uniquement le secteur manufacturier. Le secteur manufacturier en Europe, ça fait 3 ans qu'on est en récession. En partie tiré à la baisse par l'Allemagne. Économie allemande qui subit la fin du gaz russe bon marché, mais économie allemande, et je vais en parler, qui subit surtout la concurrence de la Chine et qui a perdu son marché chinois à l'exportation. Ces deux phénomènes, évidemment, expliquent la performance extrêmement décevante de l'économie allemande. Alors, il y a un mystère, hein. Je vais être honnête. Bon, il y a certains collègues qui savent que je ne suis pas toujours très honnête, mais il y a un mystère quand même que la France soit bonne dans l'industrie. On ne sait pas très bien comment. Mais on va mettre ça peut-être sur une erreur d'indice. Par contre, quand je prends l'évolution des indicateurs d'utilisation des capacités industrielles, on voit très bien ce déclin extrêmement marqué 2022-2023 de l'industrie. Donc on utilise très peu les outils industriels en Europe. Quand on arrive à des niveaux de 75%, c'est vraiment des niveaux extrêmement inquiétants, des signaux de récession grave de l'industrie. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a une petite reprise qui est en train de s'amorcer. Concernant le secteur des services, c'est plus nuancé, c'est moins, on n'est pas en situation de récession. De nouveau, je vous invite à regarder la ligne en vert, claire, la France, c'est un bel exemple. Vous avez la dissolution ici de l'Assemblée. Et depuis lors, le secteur des services est véritablement resté quasiment tout le temps en zone de récession. C'est quand même embêtant parce que la France est plutôt une économie de services plutôt qu'une économie industrielle. Donc le constat est quand même compliqué pour l'Europe et en termes de prévision de croissance, on a eu les chiffres de la Belgique qui ont été publiés hier. Croissance au dernier trimestre 0,2%, croissance sur l'année 2025 1%. Ben, on ne fera pas mieux cette année-ci. L'Allemagne, on a eu une croissance de 0,2%. On ne va pas faire de bons de joie. On sort de 3 années de récession et on attend une petite amélioration, mais je l'ai dit, le gouvernement allemand a déjà revu sa prévision de croissance au lieu de 1% à 0,8%. On a résisté à la hausse des tarifs douaniers, mais ce n'est quand même pas des taux de croissance époustouflants.
Donc, ça met quand même la position de l'Europe dans une situation très compliquée pour le moment. A priori, la Banque centrale européenne, elle a une belle vie. L'inflation est à l'objectif de la Banque centrale européenne. L'objectif de la Banque centrale européenne, c'est 2%. On est sur le niveau de 2%. On va donc rester plutôt, et ça c'est le sens globalement, avec une inflation tournant autour des 2%, qui ne devrait pas nécessiter une intervention à la hausse ou à la baisse sur les taux. Mais pourtant, je voudrais voir un peu quels sont les éléments qui pourraient influencer la décision de la Banque centrale européenne cette année-ci. Premier élément, c'est toutes les importations chinoises que nous avons. C'est un point tel que la Commission européenne a mis en place un instrument de monitoring pour regarder depuis un an dans les secteurs dans lesquels on a de la production en Europe, des importations hebdomadaires de minimum 120 000 euros, ce que nous importons en plus une augmentation de 5% de volume et une diminution de au moins 5% des prix. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je n'ai pas pris toute la liste parce que la liste est relativement longue, et ça vous donnera quand même une petite idée de l'ampleur. Je prends ma première ligne. On est sur des machines pour l'élevage de volailles. L'augmentation de la quantité que nous avons importée est de 53% et la baisse des prix a été de 29%. Je prends certains robots industriels. Nous avons augmenté nos importations de 174% avec une baisse des prix de 31%. Vous allez me dire, c'est plutôt positif. Tout ce que on importe nous coûte moins cher. Alors, il y a deux bémols à ça. Le premier, c'est que ça concurrence les industriels européens. Ils voient arriver en masse des produits venant de Chine à des coûts beaucoup plus bas. Donc, ça met à mal la compétitivité de l'industrie européenne. Et ça peut avoir un impact déflationniste, donc de baisse de l'inflation en Europe, puisque tout ce que nous importons nous coûtera moins cher. Donc ça, c'est le premier élément. Et vous voyez, il y a des montants, enfin, il y a des chiffres, on a 9000% d'augmentation en un an de temps. Je pourrais vous donner la liste, elle est assez impressionnante. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet élément-là est un élément qui peut jouer ou inciter la BCE à bouger sur les taux d'intérêt à la baisse. Deuxième élément, on est en plein dedans. La baisse du dollar, la hausse de l'euro. D'abord, c'est une pénalité pour les exportateurs européens qui exportent aux États-Unis. Ils ont déjà la hausse des tarifs douaniers et en plus de ça, ils ont la hausse de l'euro. La bonne nouvelle, c'est que tout ce que nous importons nous coûte moins cher. Toutes nos matières premières nous coûtent moins cher. Mais ça peut aussi avoir un impact à la baisse ou mon inflation. Un point tel qu'un des gouverneurs de la Banque centrale européenne a dit pas plus tard qu'avant-hier, si l'euro continue à se renforcer, on va devoir peut-être réagir en baissant le taux d'intérêt. Donc, il y a une vraie préoccupation à ce niveau-là sur cette évolution de la parité en euro contre dollar. Donc ça, c'est un vrai point d'attention cette année-ci. Ça, c'est les éléments qui pourraient jouer à la baisse sur l'inflation. Élément à la hausse sur l'inflation, je dis plan de relance allemand, c'est positif. Ça va ramener de la croissance en Allemagne. Si ça ramène de la croissance, ça ramène un peu d'inflation. Donc, a priori, pas de raison de baisser les taux, puisque demain, j'aurai des taux de croissance plus élevés. Deuxième élément, on va avoir la mise en place, même si la mesure a été retardée par la Commission, puisqu'elle sera mise en place finalement en 2028 et pas en 2026-2027, c'est le fameux échange de quotas d'émissions ETS2 et le fameux aussi, la fameuse taxe carbone à l'importation. Alors, je pense que ça, quand je vous dis ETS2, ça veut dire qu'il y a un ETS1 et que le ETS1, ça ne doit pas vous parler beaucoup. Je me trompe? Non, effectivement. Alors, le ETS1 concernait les grandes entreprises, c'est-à-dire c'est la taxe carbone sur les grandes entreprises, c'est-à-dire sur l'acier, sur le ciment. Mais dans le Green Deal européen et la mise en place de toutes les mesures qui ont été décidées, l'ETS2 va concerner le secteur du transport et le secteur de l'habitation, de la construction. Je vous donne un exemple. Je prends une famille en Wallonie qui a une voiture moyenne qui parcourt 15 000 km par an, qui est une maison qui est moyennement isolée, 75% aujourd'hui en Wallonie, maison moyennement isolée, chauffage au gaz. J'ai pris dans le calcul un prix théorique de la tonne de CO2 à 60 €
Vous allez voir sur le graphique suivant qu'on est beaucoup plus haut que ça aujourd'hui. Ça veut dire que chaque famille va payer en plus, quand on va mettre en place cela, 129 € pour le transport, 152 pour l'habitation. Alors j'ai pris l'exemple de la ONU, mais ça concernera tous les ménages européens. Ce qui veut dire que ça aura un impact inflationniste dans les années futures qu'on estime entre 0,3% et 0,5%, donc d'inflation en plus pour les prochaines années. Donc ça, c'est le premier élément qui peut jouer à la hausse sur l'inflation, qui jouera à la hausse sur l'inflation. Le deuxième élément, c'est les taxes carbone à l'importation. Aujourd'hui, les grandes industries en Belgique, en Europe, payent déjà cette taxe carbone. Et donc, la réflexion de la Commission était de dire, il est hors de question que vous soyez concurrencés par des importations de produits qui ne respectent pas les mêmes normes que nous, ou que vous délocalisiez votre usine dans un pays qui n'a pas cette taxe carbone. Donc l'idée, c'est de dire on va mettre en place une taxe carbone sur l'acier, sur le ciment, sur les engrais, etc. Alors pourquoi le mécanisme? C'est pour ne pas pénaliser les entreprises européennes, mais la conséquence, c'est quoi? Voilà l'évolution de ma taxe carbone. Aujourd'hui, on est à pratiquement à 90 € la taxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les produits que nous allons importer de l'Inde, de la Chine, dans ce secteur-là, vont être soumis à cette taxe carbone, donc vont coûter plus cher pour l'économie européenne. Donc auront aussi un impact inflationniste. Mais quand on fait le bilan, alors aujourd'hui, je dirais la seule nuance, c'est tant qu'on fait le bilan aujourd'hui, c'est a priori, la Banque centrale européenne ne devrait pas bouger à ses taux d'intérêt, sauf si on a une vraie forte hausse de l'euro par rapport au dollar, ou si vous préférez, une forte dévaluation du dollar encore sur l'année 2026. Tenant compte de ces éléments à la hausse et à la baisse sur l'inflation. Or, si elle ne baisse pas cet été, si elle reste en statu quo, est-ce que pour autant les taux long terme vont baisser? Ben non, vous l'avez bien vu, c'est pour ça que j'ai commencé ma réflexion sur les taux d'intérêt. On est légèrement à la hausse sur les taux encore, long terme, en Europe, compte tenu des besoins de financement des États, pour les raisons que je vous ai indiquées. Donc ça, c'est pour l'Europe. D'où la circularité. On en a peu parlé, et moi j'insiste lourdement là-dessus, et la première fois que j'en ai parlé, c'est à l'émission Les Clés d'Arnaud Essen. On est le 14 avril. Je vous rappelle, le 2 avril, c'est le fameux jour de la libération, Trump qui annonce des droits de douane que tout le monde, personne n'attendait des droits de douane de cette ampleur-là. Ça a été assez violent sur les marchés financiers, forte correction des bourses, etc. Le 9 avril, il faisait déjà marche arrière. C'est la première fois, et puis ça va continuer. Donc, il fait marche arrière, on se rassure un petit peu, les marchés boursiers repartent à la hausse, sauf qu'entre les États-Unis et la Chine, rien n'est réglé. Et on a, à ce moment-là, une augmentation des droits de douane. On arrive à 120, 130, 140%. Et donc, la question d'Arnaud Essen était de me dire, est-ce que la Chine va-t-elle gagner cette guerre? C'est une émission en direct pendant une demi-heure. Si je réponds oui, c'est un peu court. Il fallait que j'explique un petit peu pourquoi oui, effectivement, elle va gagner cette guerre. Eh bien, elle va gagner cette guerre parce que Xi Jinping, en 2020, on est en décembre 2020, on est encore en période Covid en Chine, il va décider de mettre en place ce qu'on appelle la double circularité. Alors, même si c'est un régime un petit peu dictatorial, un petit peu dirigiste, tout n'a pas bien fonctionné. Mais quand même, il y a quand même des choses qui ont très bien fonctionné. Circulation intérieure, double circulation, je l'ai dit, donc la première circulation, et c'est là où ça n'a pas fonctionné, c'est la consommation intérieure, et j'expliquerai pourquoi. Par contre, réduire la dépendance de la Chine par rapport aux nouvelles technologies, ça a fonctionné à plein. Quand on prend les technologies critiques aujourd'hui, sur 74 technologies critiques, la Chine est leader dans 66. Quand on a vu sortir DeepSeek au mois de janvier 2025, c'est la résultante des décisions de Xi Jinping en décembre 2020. On dit aujourd'hui que dans l'intelligence artificielle, la Chine deviendra supérieure aux États-Unis dans les 2 ou 3 ans. La Chine deviendra le premier producteur de robots humanoïdes dans les prochaines années. C'est des décisions du mois de décembre 2020.
La deuxième partie, c'est de dire la Chine n'est plus un acteur de bas de gamme en termes de production et veut devenir un acteur majeur dans toutes les nouvelles technologies à l'exportation aussi. Donc pas uniquement sur le marché intérieur, mais à l'exportation également. L'idée, c'était aussi d'attirer les investisseurs étrangers. De nouveau, là, ça n'a pas fonctionné parce que Xi Jinping, de temps en temps, il se rappelle qu'il préfère l'idéologie à l'économie. Donc ça fait mal au niveau économique. Mais pour le reste, ça a totalement fonctionné. Et on a donc ce double lien, cette double circulation qui va se mettre en place. Les conséquences, c'est quoi par rapport aux États-Unis? Parce que c'était ça qui nous importait. Ils vont réduire leur dépendance technologique par rapport aux États-Unis. Ce qui explique cette guerre commerciale. Donc derrière la guerre commerciale, il y a une guerre technologique. Et c'est ça l'élément fondamental qu'il faut bien comprendre. Ça a renforcé l'autonomie de la Chine et elle devient extrêmement compétitive sur le marché émergent. La conséquence par rapport à la zone asiatique, qui devient de plus en plus la chasse gardée de la Chine, on aura de moins en moins accès à un certain nombre de pays asiatiques. Elle a un leadership qui s'est renforcé dans des pays comme le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie, qui deviennent des ponts pour l'exportation. Ça met par contre à mal la position du Japon et de la Corée du Sud, puisqu'ils étaient des acteurs majeurs dans les nouvelles technologies qui sont concurrencés aujourd'hui par la Chine. Donc c'est un vrai défi pour ce pays dans le contexte actuel. Mais ça veut dire que finalement, la Chine avait totalement anticipé le retour de Trump à la Maison-Blanche, ils avaient totalement anticipé une nouvelle guerre commerciale et ils s'y étaient préparés. Grande différence par rapport à l'Europe, évidemment. C'est ça qui est interpellant, c'est que nous n'avons pas du tout anticipé le retour de Trump. Voilà les investissements qui ont été faits en Chine depuis les années 2020 dans les nouvelles technologies. On en a beaucoup moins parlé, parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle, on en a beaucoup parlé aux États-Unis depuis 1 an. En Chine, ça fait 5 ans qu'ils investissent, avec des montants aussi importants quasiment ces dernières années. Deuxième grande leçon de la mise en place de cette double circularité, c'est l'agilité dont ont fait preuve les entreprises chinoises pour trouver des nouveaux marchés à l'exportation. La Chine a terminé avec un excédent commercial de 1200 milliards de dollars, qui est en hausse de 20% par rapport à 2024. Donc vous avez une hausse des droits de douane, une guerre commerciale. Les droits de douane de la Chine vers les États-Unis, c'est 45%, et la Chine fait mieux qu'en 2024. Et comment est-ce qu'elle fait mieux qu'en 2024? Je regarde les chiffres. L'évolution des exportations au mois de décembre 2025 par rapport à décembre 2024. Les États-Unis, en baisse de 28%. Et on est en dessous, en Asie, en Afrique et en Europe, je vous l'ai montré, avec tout ce que nous importons aujourd'hui, avec une augmentation importante de ces importations. Donc l'économie chinoise, l'industrie chinoise a été capable d'absorber la hausse des tarifs douaniers sans aucun problème. Vous avez aujourd'hui des producteurs en Chine qui vous disent « Moi, le marché américain, il ne m'intéresse plus. Je ne vais même plus vendre sur le marché américain. Je ne suis pas rentable, donc je préfère me tourner sur d'autres marchés. » D'où l'Europe qui subit ces importations importantes avec ces baisses de prix. Ce n'est pas la bonne nouvelle, évidemment. Mais ça montre la résilience. Et comme par hasard, le deuxième pays que vous retrouvez dans la liste, c'est le Vietnam. Aujourd'hui, comme la Chine a des droits de douane par rapport aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Ils produisent au Vietnam et ils exportent aux États-Unis. Les droits de douane ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est la réalité de l'économie chinoise. Or, je dis, tout n'a pas été facile. On voit bien que la réduction des importations, des exportations pardon, de la Chine vers les États-Unis est un mouvement qui s'est accentué ces derniers temps. Donc, avant, les États-Unis représentaient à peu près 20%. Aujourd'hui, on est à la moitié quasiment de ces exportations. Or, je dis, tout n'a pas été simple. Et tout n'a pas fonctionné. Voilà l'évolution de la confiance des consommateurs chinois. Okay, ça dit tout. Pourquoi il y a une chute de la confiance? 2 raisons. La première, c'est 3 ans de Covid en Chine. Donc, c'était beaucoup plus dur que chez nous. Et la deuxième raison, c'est qu'au moment où ils sont sortis de la crise Covid, ben, on a eu une crise immobilière. Or, les ménages chinois, qu'est-ce qu'ils font dans les économies? Ils investissent dans l'immobilier. Donc, si vous voyez l'immobilier qui s'effondre, ben, vous n'avez plus envie de consommer. Donc, le marché intérieur
qui devait à un moment donné prendre le relais de la croissance à l'exportation, n'a pas joué ce rôle-là. Donc on a vu une économie chinoise qui normalement devait quelque part évoluer parce que ce système ne pouvait pas fonctionner sur le long terme. Eh bien, ce modèle-là n'a pas fonctionné parce que les consommateurs n'étaient pas au rendez-vous. Ce qui oblige les entreprises à d'autant plus à trouver des nouveaux débouchés à l'exportation. Par contre, les industries, si je prends mes indicateurs de confiance, ont plutôt bien résisté dans un contexte très compliqué, dans un bouleversement mondial, dans des tensions commerciales. Les industries en Chine ont bien résisté. Mais elles ont bien résisté parce qu'elles ont dû chercher de nouveaux marchés, mais elles ont bien résisté aussi, et ça c'est l'élément important sur le graphique, c'est l'évolution des prix à la production, parce que les prix à la production sont toujours en négatif. Donc on est en situation de déflation en Chine. Pour quelle raison? Parce que j'ai le pouvoir qui a toujours soutenu la production et pas la consommation. Donc vous avez un excédent de production. Dans un cas de guerre commerciale, la seule possibilité pour gagner des parts de marché, c'est quoi? C'est baisser le prix. Vous prenez mon tableau sur l'Europe, ça explique la baisse des prix qui peuvent être de 20, 30 ou 40% sur un an de temps. Donc ça, c'est évidemment le prix à payer dans l'économie chinoise pour absorber ces bouleversements. C'est aussi la conséquence de la crise immobilière. Si on fait un peu un historique des crises immobilières, toutes les crises immobilières, elles ont commencé par quoi? Un ralentissement de l'économie, et je prends le Japon, de la déflation, c'est-à-dire des prix négatifs. Le grand danger, évidemment, c'est de s'enfoncer sur de longues périodes dans une situation de déflation. Donc la suite pour la Chine ne sera pas nécessairement simple. Quand je regarde les taux de croissance, ils ont atteint leur objectif en 2025, 5%. Bon, théorique, hein. On sait qu'on n'est pas du tout à ces niveaux-là, mais ça me donne quand même un peu une idée de la tendance. Mais les années prochaines vont être plus compliquées. Parce qu'on va avoir une réduction de la production. C'est une volonté aujourd'hui de Xi Jinping. Et il faut que la demande intérieure prenne le relais. Je vais faire un tout petit tour du monde, mais je vous rassure, très court, sur les autres régions, juste pour vous donner une petite indication. Là, vous avez quelques pays que nous suivons, enfin, qui peuvent peut-être plus vous intéresser. Grande-Bretagne, on attend une seule baisse des taux de la part de la Grande-Bretagne, avec une parité en euros contre sterling qui devrait plutôt voir le sterling légèrement s'affaiblir, puisqu'on a globalement un euro qui est plutôt ferme. Le Canada, évidemment, est dans une position extrêmement compliquée. C'est peut-être le 51e État pour Trump. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, sa balance commerciale a été fortement impactée par la guerre commerciale, par la hausse des tarifs douaniers. Donc, on a un déficit de sa balance commerciale. A priori, on n'attend pas de mouvement de la part de la Banque centrale du Canada, donc un taux qui serait stable pour le Canada. L'Australie est en train de repartir en profitant d'une part d'une économie chinoise qui a quand même bien résisté, et d'autre part de la hausse de toutes les matières premières. Donc on a une économie australienne aujourd'hui, on attend plutôt une remontée des taux, alors relativement limitée, mais qui se distinguerait des autres banques centrales. La Nouvelle-Zélande, vous avez vu que 2025 était une année très, très, très négative en termes de croissance. On attend là un statu quo au niveau de la Banque centrale de la Nouvelle-Zélande. Donc globalement, on voyait un peu les banques centrales, 2026, ce sera une année blanche. Le Japon, c'est un cas particulier. Là, on parle de remonter encore des taux. On attend encore 2 hausses de taux, en espérant que les taux long terme n'augmentent pas trop encore, vu déjà les niveaux qu'on a atteints, et en sachant qu'aujourd'hui, la dette par rapport au PIB au Japon, c'est 230%. Et que la première ministre actuelle qui a provoqué des élections anticipées le 8 février, donc c'est-à-dire dans quelques jours, a un plan de relance qui va encore aggraver l'endettement du Japon. Donc la SDTE n'est pas une bonne nouvelle, mais elle est nécessaire parce que l'inflation est supérieure à l'objectif de la Banque centrale. Là, elle nous annonce des taux de croissance entre 6,8 et 7,4%, d'où l'importance de l'accord de l'Europe et l'Inde. Pour cette raison-là, pour profiter évidemment, l'Europe doit trouver des nouveaux marchés. C'est là aussi la grande leçon, j'y reviendrai après. Mais donc, l'accord avec l'Inde est évidemment fondamental, profiter d'une économie en pleine croissance aujourd'hui. Là, on n'attend pas de mouvement parce que les taux d'inflation sont encore relativement élevés. Et par contre, le Brésil, lui, souffre énormément. Je rappelle, le Brésil, les droits de douane par rapport aux États-Unis, c'est 50%.
parce que Bolsonaro était condamné. Rien à voir avec l'économie, mais c'est comme ça. Donc, ça veut dire que l'économie, on va avoir une baisse de la croissance encore, et on attend de baisse de taux de la Banque centrale pour essayer de soutenir cette croissance. En résumé, le Brent, ça c'était, je l'ai laissé volontairement, même si on a eu la petite poussée aujourd'hui, sauf le scénario d'une attaque des États-Unis sur l'Iran. Et donc l'Iran qui prend des mesures de représailles, c'est-à-dire qui bloque le détroit d'Ormuz, qui va bombarder quelques champs pétroliers à droite et à gauche en Arabie Saoudite. On n'a pas un scénario aussi sur le baril de pétrole. Pour quelle raison? Parce que nous avons un excédent de production de pétrole aujourd'hui. Sur toute l'année 2025, les pays de l'OPEP+, ont augmenté leur production, alors que globalement, nous avons une diminution de la demande. Diminution de la demande parce que la croissance mondiale a quand même un tout petit peu réduit. Et le deuxième élément, c'est que la Chine, qui était un des plus grands importateurs de pétrole, importe moins de pétrole parce que le parc de véhicules électriques a fortement augmenté. Donc, la capacité de produire de l'énergie par des outils renouvelables a augmenté aussi. Donc, a priori, le baril ne devrait pas beaucoup évoluer. Je l'ai dit, la BCE, le taux va rester à 2%. La Banque centrale américaine, deux baisses de taux, le taux neutre est à 3. Les taux européens, légèrement à la hausse, mais plutôt stable globalement. Sur la parité en euro-dollar, 1,16, 1,22, on est à 1,20 pour le moment, enfin on est un tout petit peu redescendu ce matin. Je sais ce que c'est de faire une prévision sur la parité en euro-dollar, la difficulté, c'est compliqué, mais a priori, on devrait rester plutôt dans ce range-là. On a quand même déjà eu une baisse de 11% du dollar par rapport à l'euro en 2025. Donc là, aujourd'hui, on devrait plutôt avoir une petite stabilisation. Si je vais aller dans les conclusions, pour les États-Unis, c'est encore le plus simple aujourd'hui. Deux baisses de taux de la part de la Banque centrale américaine, une économie qui va rester soutenue par les investissements dans l'intelligence artificielle, avec de grandes questions sur le marché de l'emploi, clairement. Ce qui veut dire que la Banque centrale, elle va baisser ses taux, mais pas beaucoup. Et puis, il y a ce risque-là. Je ne peux pas le nier, ce risque. Même si aujourd'hui, la probabilité est relativement faible. Mais si on a véritablement une perte d'indépendance de la Banque centrale américaine, c'est ce que j'appelle un risque systémique sur le marché financier. Ça veut dire quoi, un risque systémique? Ça veut dire une forte chute du dollar, une forte correction des marchés boursiers et une forte hausse des rendements obligataires. Ce que je ne souhaite évidemment pas. La bonne nouvelle, c'est que la première réflexion de la Cour suprême qui doit statuer sur une des membres de la Banque centrale américaine va plutôt dans le sens de dire qu'il faut protéger l'indépendance de cette Banque centrale américaine. Donc ça, c'est plutôt un signal positif. L'Europe, il y a beaucoup de choses à en dire. On est une croisée des chemins pour l'Europe. Alors vous allez me dire, je vous l'ai peut-être déjà dit il y a 1 an, ou il y a 2 ans, il y a 3 ans, ben c'est encore plus vrai aujourd'hui. D'abord, on doit mener des réformes. Je vais expliquer pourquoi c'est extrêmement important. Mais on doit mettre en place une Europe des capitaux. On doit mettre en place une Europe de la défense. Et ce qui s'est passé avec le Groenland nous l'a encore plus prouvé. L'Europe doit avoir sa propre défense et on ne peut plus dépendre des États-Unis. La crise Covid nous a appris qu'on ne peut plus dépendre de la Chine. La guerre en Ukraine nous a appris qu'on ne peut plus dépendre des Russes. Et bien maintenant, aujourd'hui, je dirais que le Groenland nous a appris qu'on ne peut plus dépendre des Américains. On savait déjà l'année passée, mais là, aujourd'hui, c'est une certitude. Donc, il faut que l'Europe apprenne à vivre seule. Ne plus dépendre d'une économie en particulier, d'un pays en particulier. On doit avoir une Europe de l'énergie, puisque c'est ça un de nos gros défis actuels, et on doit avoir une Europe sociale, évidemment. On a aussi une capacité de pouvoir le faire, parce qu'on a un énorme marché, 450 millions de consommateurs. Ils sont là à nos portes. Ils sont là à la porte de nos industries. On doit en profiter. Et surtout, on a la capacité de pouvoir être leader dans tout ce qui est énergie renouvelable. Puisqu'il y en a un autre qui ne s'intéresse pas, les moulins à vent, ça ne l'intéresse pas. Eh bien, intéressons-nous aux moulins à vent. On a intérêt. Mais évidemment, la première chose qu'on doit faire, c'est lever les réglementations. Parce que plus vous avez un pays qui a des contraintes, des réglementations, moins ce pays va être innovant, moins il va être compétitif, moins il va être productif. Vous avez ici moins de régulation, augmentation de la productivité, vous avez les États-Unis qui sont là. Et si je prends la Belgique, on est là, et Bruxelles, on n'est pas là, on n'est même pas dans le tableau. Et donc, ça veut dire que ça, c'est le premier défi de l'Europe, c'est réduire nos réglementations. Et ce n'est pas moi qui le dis, oubliez les États-Unis.
l'Europe s'est imposé des tarifs douaniers à elle-même. Les barrières internes et la réglementation pèsent beaucoup plus sur la croissance que ce que les États-Unis pourraient imposer. Celui qui nous a dit ça, il nous a dit au moment où on parlait des droits de douane de 0,15% pour l'Europe vers les États-Unis. Celui qui a dit ça, c'est Mario Draghi. Et pourquoi est-ce qu'il l'a dit? Parce que dans un rappel du Fonds monétaire international, ils ont calculé ce que représentaient les contraintes, les réglementations, les lourdeurs administratives, et j'en passe, ce que ça représentait sur les exportations ou les flux intra-européens, sur les biens. Cela représente l'équivalent de droits de douane de 45%. Et donc on plante sur les 15%, on pourrait déjà réduire, nous, nos contraintes, et on aurait un impact positif. Sur les services, ça représente 110%. Donc si dans tous les pays, dans toutes les régions, on allège toutes les réglementations, alors je n'ai pas dit qu'il fallait déréguler, entendons-nous bien, il faut alléger les réglementations et les contraintes que nous avons, on donne une nouvelle dynamique à l'Europe. Tous les gouvernements nous le disent, pas plus tard qu'hier, le Cornu annonçait qu'il allait faire une grande réforme administrative en France. Je l'ai entendu en Wallonie aussi. Jusqu'à présent, rien ne se fait. Or, c'est facile à faire dans le sens où on n'a pas besoin nécessairement d'aller négocier avec des gens, mais on peut mettre en place cet allègement des réglementations. Donc ça, c'est le premier défi de l'Europe, mais facile à faire. Et Mario Draghi, après un an, il a présenté son rapport en septembre 24. On a fait le point après un an. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ce n'est pas une question de technocratie, c'est une question de volonté. L'Europe, elle a les moyens. Maintenant, elle doit trouver le courage. Il y a les 3 petits points qui manquent, vous avez compris de quel courage il parlait. Donc c'est ça qui nous manque aujourd'hui, clairement. Rapport Draghi, je vous rappelle simplement ce qu'il mettait en évidence. L'intelligence artificielle, l'Europe est nulle part. On doit réformer, on doit avoir un cadre unique et on doit investir. Donc l'Europe des capitaux, c'est aussi la pierre angulaire de la réussite de l'indépendance de l'Europe. Pourquoi? Parce que nous devons financer les nouvelles technologies. Nous devons financer l'intelligence artificielle. Nous devons financer les infrastructures énergétiques. Et si demain, vous avez l'Europe qui devient l'emprunteur, il va devenir un emprunteur aussi puissant que les États-Unis. Si on mutualise les dettes européennes, si on est un seul et même émetteur, ça donne une force de frappe. Ça permet d'attirer les capitaux européens. Si nous réformons les marchés boursiers, c'est-à-dire que nous avons en Europe 2 ou 3 indices boursiers et non pas des petits indices à droite et à gauche qui n'ont pas la capacité d'attirer les investisseurs, une entreprise aujourd'hui en Europe, une entreprise européenne, elle n'ira plus aux États-Unis pour se faire coter, elle restera en Europe pour se faire coter. Et on a les capitaux, puisqu'on a une énorme épargne, on a une épargne supérieure en Europe par rapport aux États-Unis. Évidemment, on doit investir dans la défense. Ça, c'est les chantiers que nous devons mener qui sont essentiels pour l'avenir de l'Europe. On doit réduire notre handicap, Alain Hugues le dit, on doit réagir en mois et pas en années. Alors, ce mec à 27, c'est compliqué. On dit une Europe à 2 vitesses. On va probablement, on en parle depuis des années, on va probablement arriver à cette solution-là. Et je voudrais quand même terminer sur une note un peu plus positive, et j'ai pris pour ça celui qui a reçu son prix Nobel, il était tout content, Philippe Aghion, qui faisait des petits bonds de joie. Il faut regarder des vidéos de Philippe Aghion quand il fait des conférences. Moi, je bouge un peu, mais alors lui, la caméra, elle ne suit plus là. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit d'abord, les réformes, il faut mener des réformes. Toutes ces contraintes, c'est beaucoup trop lourd pour l'économie européenne. Et il a fait des études en plus sur l'impact négatif dans une économie de ce genre de régulation. Mais ce qu'il nous dit surtout, c'est que nous avons les capitaux, nous avons les ingénieurs, nous avons la technologie. Donc on a tout en main. Il faut absolument aujourd'hui qu'on réagisse, et c'est vraiment le message qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'en plus de ça, on a un vrai modèle social. Ce vrai modèle social, on doit le défendre, parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on n'est plus dans une démocratie. En Europe, jusqu'à présent, on est encore en démocratie. Je vous remercie de votre attention, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle ou je dis que je tiens un blog tous les matins. Vous scannez le code, vous descendez, vous vous abonnez, et tous les jours, à 8 h du matin, j'écris sur l'économie. Je vous ai écrit ce matin avant d'arriver ici. Et donc, n'hésitez pas, vous pouvez même réagir sur le blog. Je réagis à vos réactions, comme je vais bien volontiers répondre à vos questions s'il y en a. Merci de votre attention.